Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour une nouvelle émission de PLB Club. C'est la dernière de l'année 2025. Merci, grand merci évidemment de nous faire une petite place chez vous pendant ce réveillon de Noël. C'est vrai que c'est une soirée un petit peu particulière. On est fidèles au poste et vous aussi, c'est ça qui est absolument fantastique. Salut Serge, joyeux Noël. Joyeux Noël, Philippe. Joyeux Noël. Merci, Philippe. Jean-François, rien n'arrête notre passion pour le foot, c'est le réveillon. Soirée un petit peu particulière. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date pour parler de foot. On n'a pas trop le choix, c'est le championnat d'Angleterre, on sait, on connaît la tradition. Voilà, donc on est parti pour une petite heure d'émission, pas plus, promis. Après, on vous laissera réveillonner très tranquillement et on commence comme d'habitude avec un regard sur les prestations des Belges. Tout d'abord, les Belges en Première Ligue. Pas de but ou d'assist pour les Belges, les amis, ce week-end. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Les titulaires sont les titulaires habituels. Il est loin, le temps où on dominait la Première Ligue avec nos internationaux, etc. Mais bon, voilà, ceux qui sont là, en tout cas, font le boulot. Je trouve que Tielemans, Onana, ils prennent beaucoup de place cette saison. Et ça, c'est le truc sympa, quoi, c'est de les avoir. Et on a quand même des Belges dont les trois premiers, à Arsenal, à Manchester City et à Aston Villa. Exactement. Ouais. Et puis Mike Trésor aussi, on en a parlé la semaine dernière. C'est la deuxième fois qu'il monte, deuxième fois d'affilée. Donc c'est pas la prochaine étape, c'est le titulaire. Mais bon, il a encore peut-être quelques semaines avant cela. Comme on est à la fin de l'année 2025, on s'est penché un petit peu sur les stats des Belges, sur l'ensemble de l'année académique, en commençant par le temps de jeu. Le temps de jeu des Belges. Sur 2 demi-saisons alors, janvier à janvier. L'année académique, le Belge qui a le plus joué, à votre avis? En Première Ligue? Oui. Facile, oui. Mais ça doit être un gardien. Voilà. Cels. En plus, on connaît la conduite. Voilà, en plus. C'était pas très difficile. Cels, 34 matchs joués en 2025, c'est quand même assez extraordinaire. Il faut rappeler que ce lundi, il n'a pas joué, il était sur le banc. Non, il revient de blessure. Il revient de blessure. Golden Glove avec Raya. La saison dernière, 13 clean sheets. C'est un petit peu plus compliqué, forcément, on en a déjà parlé pour lui cette saison. Il va jouer le maintien cette saison-ci, donc là ça change tout pour un gardien. Ils sont quoi, 17e, donc c'est assez compliqué. Les matchs avant la nouvelle année, il reste encore le match face à Manchester City, Everton, et puis ils reprendront avec un match face à Aston Villa. Donc franchement, le programme qu'ils ont, eux, est assez difficile. Je souligne simplement que dans la dernière émission, j'avais dit que son remplaçant avait plutôt bien joué, il avait gagné 2 fois dans son absence, en Coupe d'Europe et en championnat, et donc c'est la raison pour laquelle il est revenu d'abord sur le banc, donc c'était sans doute légitime. Encore à 100% non plus. Quand on est sur le banc, on est supposé pouvoir jouer. Donc moi, je me dis simplement, un peu de pression peut-être sur lui aussi pour qu'il soit plus performant encore dans les semaines qui vont venir. On verra. Le joueur qui a le plus marqué, c'est Leandro Trossard. On souligne souvent qu'il est dans une saison assez exceptionnelle, une année exceptionnelle. Il a marqué 9 buts, il a aussi donné 8 assists. Ça veut dire qu'il est en tête du classement des Belges buteurs et assists. Ça ne vous étonne pas, Serge? Non, parce que il est quand même régulièrement titulaire dans cette équipe d'Arsenal, qui performe, qui marque des buts, qui gagne des matchs. Donc c'est une dynamique effectivement très positive pour lui, et je pense qu'il a encore étoffé son jeu, son travail offensif, son travail défensif. Je pense qu'il colle vraiment à la philosophie de cette équipe d'Arsenal aujourd'hui. Et qui sait, champion d'Angleterre comme Compagnie, De Bruyne, Doku, Hazard, Courtois, Origi. Je crois que je les ai tous cités, il en manque un. Oui, ça... Je connais bien. Ah, je connais bien, pardon. Oui. Je pensais... Un que je n'ai pas cité. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Dédric Boyata. Ah, Dédric. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2014, il était quand même dans le groupe avec Manchester City. Bon, voilà pour les Belges en Angleterre. En Allemagne, on rappelle qu'en Allemagne, c'est désormais la trêve. On a joué la 25e et dernière journée le week-end passé. Peu de joueurs alignés en Allemagne. Très, très peu. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blessés. Oui, je note qu'Amin Al-Dakil est monté au jeu parce qu'il y a un défenseur qui s'est blessé, donc ça a été le premier à le remplacer. Et pour ses premiers mois, mention spéciale quand même à Sambi Lokonga.
qui a trouvé Oui. à Hambourg enfin l'occasion de s'épanouir. 4e but pour lui ce week-end. On en reparlera un tout petit instant, dans un petit instant de Sambi Lokonga. Théâtre suspendu. La fin de la série. On l'avait eu il n'y a pas si longtemps ici dans l'émission, c'était très sympa. Et on avait insisté sur cette série invraisemblable de matchs complets, d'affilée. Première fois qu'il loupe un match cette saison. Alors, Théâtre, précisément, inévitablement, depuis 2025, c'est parce qu'on a fait le même exercice, le même travail que pour l'Angleterre. C'est lui qui a le plus de temps de jeu sur l'ensemble de la saison. 31 matchs en 2025. Depuis qu'il est à Francfort, c'est pas une surprise. il a pris une dimension supplémentaire. Déjà, quand il était à Rennes, il était indispensable aussi. Partout où il est passé, il s'est rendu indispensable. Ça a commencé à Ostende. On a parlé avec lui un peu de son parcours et de ses difficultés, etc. Moi, je n'ai qu'une chose à dire le concernant, c'est chapeau. Vraiment, ce qu'il fait est extraordinaire. Sa polyvalence aussi. Dernier match, il a de nouveau joué un petit peu décalé sur le côté gauche. Il peut jouer dans une défense à 3, dans une défense à 2. Il peut jouer sur le flanc gauche. Donc, il est extrêmement polyvalent, même s'il est plus à l'aise dans une défense peut-être à 3 sur le côté gauche. C'est peut-être sa meilleure position. Bon, les Belges qui ont le plus marqué en Bundesliga en 2025, ils sont 2. Tu as parlé de Sambi, qui a marqué son 4e but. Mais il ne faut pas oublier Michi, qui ne joue pas beaucoup cette saison, mais qui a marqué 4 buts, qui est un nouveau blessé et qui a marqué 4 buts sur l'ensemble de la saison. Ils sont à 2 avec 4 buts. C'est pas énorme, mais bon, voilà. Peut mieux faire. Sur 2026, peut mieux faire. Mais Sambi, quand il joue, quand il a l'occasion de jouer, c'est une assurance quand même de buts. C'est quand même entre 12 et 15 buts quand il a des saisons complètes. Ce qui n'est pas toujours arrivé souvent dans sa carrière. Je suis d'accord. Je pense même que ces 4 buts, c'est déjà le meilleur total sur une saison, je crois, pour avoir regardé un petit peu ses stats. Mais ici, en 12 matchs quand même, ça veut dire un but. Tous les 3 matchs, c'est quand même. Il ne joue pas beaucoup. Non. Il monte parfois très tard aussi au jeu. Donc, moi, je trouve que on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un buteur. Et je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à s'imposer quelque part de manière plus franche. Parce que quand on regarde, il est passé par 36 000 clubs. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez qu'on avait eu Polo Mpoko, il n'y a pas si longtemps dans l'émission, et il nous avait expliqué, il nous avait dit le conseil qu'il donnait à son frère Sambi pour qu'il progresse. Rappelez-vous ce qu'il disait. Polo. Je dis be in the box, you have to be close to the box. Parce que si tu n'es pas dans le box, tu ne peux pas marquer. Moi, je lui essaie un peu de dire, pense un peu plus à toi, marque un peu plus, va un peu plus dans le box. Et c'est là où, quand tu es dans le box, regardez, les 2 goals, il est où? Dans le box. C'est simple en fait. Il faut écouter le grand frère, être dans le box et tout va. Tout va tout seul. C'est très important pour un milieu de terrain aussi de marquer, surtout quand il a ce rôle-là, parce qu'on parlait toujours de box-to-box, etc. Il en a les capacités. Est-ce que ce sera la bonne surprise peut-être pour aller à la Coupe du Monde? Parce que moi je vois que certains parlent de Nathan Decadt qui joue en Belgique. J'apprécie beaucoup le talent de Nathan, mais quand même, Sambi a une longueur d'avance, non? Oui, après, il faut voir sur la durée, essayer de garder la forme toute la saison, de continuer à avoir de bonnes stats. Enfin, sur ce qu'il fait là, sur les premiers mois. Oui, éviter les blessures, parce que une année Coupe du Monde, c'est quand même toujours important. Voilà. Hambourg est un grand club, c'est pas facile de s'y imposer, c'est la Bundesliga. Il marque 4 fois. Oui, c'est un vrai plus pour un joueur comme lui, qui est plutôt dans la régulation du jeu, dans la récupération du ballon. Si en plus il commence à marquer, évidemment, il va devenir difficile à laisser de côté. Ok, allez, on marque pas beaucoup en Bundesliga au niveau des Belges, mais au niveau des assists non plus, il faut bien le reconnaître. Donc il n'y a pas un joueur qui a plus d'un assist. Sur l'ensemble de l'année 2025, on peut citer Mbangula, Linen, Openda et d'autres, mais voilà, c'est quand même extrêmement peu. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi belges en Bundesliga, donc ça ne peut et pas forcément des offensifs. Exactement. Ce qui explique cela. Et puis, on ne peut pas terminer l'année sans parler évidemment de Vincent Kompany et du parcours exceptionnel du Bayern, avec une question. Est-ce que ce sera la saison de tous les records pour le Bayern de Kompany? Parce que là... On va le voir avec l'infographie. Vu sa saison, le Bayern peut battre pas mal de records. On en a choisi 3. Le nombre de points en une saison, le nombre de buts marqués et puis le record de buts en une saison par un joueur. Tous ces records sont déjà détenus par le Bayern et on parle bien de records en Bundesliga, tout club confondu. Regardez. Oui, je pense que... Je ne sais pas s'ils vont battre les 3, mais en tout cas, ils vont battre des records.
je pense qu'il faut quand même souligner le travail incroyable que fait Vincent Kompany. Alors c'est vrai que c'est le Bayern, c'est plus facile d'être champion avec le Bayern qu'avec Fribourg, Augsbourg ou un autre club. Ah oui, mais quand même, pression. il est arrivé alors que le Bayer Leverkusen venait de gagner le titre. Il a remporté tout de suite le titre. Il domine de la tête et des épaules ce championnat. J'ai quand même regardé sur l'année 2025, sur l'année calendrier, une seule défaite en championnat. Sur, je crois que c'est 34 ou 35 matchs. C'était contre Bochum, un accident à domicile. Donc c'est quand même des résultats exceptionnel, même si le Bayern est un club qui est loin au-dessus des autres en Bundesliga. Il y a 2 ans, c'était Leverkusen qui était devant. Oui, effectivement. Donc, Et c'est encore un jeune entraîneur. Oui. Il a encore devant lui une carrière absolument exceptionnelle. Ah oui, Vraiment. oui, effectivement. Le Bayern qui file vraisemblablement, plus que vraisemblablement, vers un 35e titre de champion, ce qui est aussi un record. Hein. Dès la première journée, on avait compris. Avec le 6-0, ils vont se revoler. Attention, contre les petits, ça a parfois été un peu plus Il y a compliqué. peut-être des points qui se perdent à gauche, à droite, mais il faut aussi quand C'est même. une anecdote. Il faut être fort mentalement pour tous les 3 jours évoluer, être motivé. Et parfois, quand il y a des matchs un peu moins importants, il y a un petit relâchement. Je crois que c'est tout à fait C'est normal. vrai. Allez, on va passer dans quelques minutes aux affiches du week-end en Angleterre, mais avant cela, puisque on va plonger quand même dans une période très très chaude en Angleterre et qu'on se pose souvent des questions par rapport au physique des joueurs, par rapport à la préparation, la gestion de ce genre de période. On accueille Dominique Hénin, qui est préparateur physique de notre équipe nationale Espoir. Salut Dominique, comment ça va? Merci d'être là. Et puis, joyeux Noël à toi aussi, évidemment. Oui, bonjour à tous, mais merci de m'accueillir et joyeux Noël, effectivement, à tout le monde. Dominique, tu nous confirmes à ce genre de période, comme la période dans laquelle on va plonger en Angleterre, c'est quand même compliqué à gérer. C'est pas neuf, hein, mais tout de même, c'est compliqué à gérer. Et il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Oui, exactement. Donc, c'est une période compliquée maintenant avec l'accumulation des matchs, avec donc le fait qu'on est au mois de décembre. Les joueurs ont commencé, et certainement notamment avec la Coupe du Monde des clubs, finalement, il n'y a pas eu énormément de repos pour eux. Il y a la préparation, et donc on arrive vraiment dans une période effectivement où les organismes commencent à être un peu fatigués. Tout aussi bien physiquement que mentalement également. Donc, c'est une période, il faut s'accrocher. Et donc, voilà. De manière générale, on augmente sans cesse le nombre de compétitions, le nombre de matchs. On allonge les compétitions. Tout ça, c'est inévitable. Ça ne se fait pas sans casse. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme pour une voiture, à partir du moment où vous roulez énormément avec votre voiture, vous prenez plus de risques d'avoir un accident ou d'avoir un problème mécanique. Donc, ici, c'est la même chose. Au niveau des organismes, au plus ils sont sollicités, au plus on prend des risques. Maintenant, ce sont des facteurs aussi, un facteur individuel aussi. Donc, ça dépend aussi comment le joueur, l'athlète se soigne, comment se prépare, la manière dont il comprend que son corps est son outil de travail. Donc, Donc, ça, c'est quand vous voyez, je vais prendre un exemple en championnat belge, d'un Van Aken qui accumule les matchs que ce soit avec le club ou en Coupe d'Europe, en équipe nationale, et qui parvient à 33 ans à prester comme il preste, donc c'est la même chose. Hein, Christian Cabasele, je vois ça en Italie, à 35 ans, qui preste encore au plus haut niveau. Donc effectivement, donc tout dépend aussi de la manière dont on gère son corps, quoi. Effectivement. Oui, Dominique, est-ce que la génétique est impliquée là-dedans? Parce que c'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Tu nous parles maintenant de joueurs qui ont 33 ans et qui jouent encore beaucoup. Mais est-ce que tout le monde a les mêmes chances? Non, bien sûr. Donc, on n'est pas, malheureusement, tout le monde n'est pas sous une bonne étoile. Donc, quand on voit des garçons qui se préservent comme ça des blessures. Maintenant, il y a ce facteur, comme tu dis, facteur génétique qui joue aussi. Bon, je vois malheureusement, je pense que le dernier exemple avec un Zino Van Heusden qui malheureusement se fait pour la 3e fois les croisés. Donc, je pense qu'il y a une part
de fatalité aussi, et une part effectivement de génétique. Et donc ça c'est voilà. Donc d'où l'importance de l'éducation, donc dès le plus jeune âge, vraiment de faire comprendre à ces jeunes joueurs qui sont de plus en plus sollicités que voilà leur corps est vraiment l'outil qui leur permettra d'aller le plus loin possible, le plus longtemps possible. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est évident. Dans cette émission, Dominique, on a souvent parlé des Belges qui sont blessés ou qui reviennent de blessures. Il y en a que tu connais, évidemment, pour les avoir ou pour les avoir eus avec les espoirs. On a beaucoup parlé, et on l'a eu d'ailleurs aussi dans l'émission, c'est Amin Al-Dakil, qui a quand même été longtemps blessé pendant une vingtaine de mois. Il a un peu de mal à retrouver du temps de jeu. Il est revenu, mais il a du mal à retrouver du temps de jeu. Est-ce que ça t'étonne ou est-ce que d'une certaine manière c'est normal? Ceci sans juger les choix de l'entraîneur, évidemment, puisque tu le connais bien. Oui, bien sûr. Maintenant, dans le cas d'Amine, que je connais très bien, je pense que Amine a effectivement eu des petits soucis physiques, notamment la saison dernière. Maintenant, il revient très bien, il est à 100%. Donc, c'est une mentalité exemplaire. C'est un garçon qui se soigne. Maintenant, la malchance d'Amine, c'est qu'il tombe, je dirais qu'il tombe dans une équipe qui tourne. Donc, voilà, donc à lui de continuer à travailler comme il le fait, avec la mentalité qu'il a, et il aura sa chance, et dès qu'il pourra la saisir, je suis certain qu'il la saisira. Et donc voilà, maintenant, effectivement, comme vous dites, l'entraîneur n'a pas trop le choix. Ça tourne en championnat, ça tourne en Coupe d'Europe. En coupe, ils sont toujours dedans également, je pense. Donc voilà, c'est un choix de coach, et maintenant Amine a la mentalité pour faire tourner la roue. Il faut être costaud au niveau psychologique, parce que ça joue aussi, bien sûr, au-delà des pépins physiques et de la souffrance, de la douleur, pour revenir au top de sa forme. Il y a cet aspect-là qui compte aussi, et peut-être que certains sont plus forts au niveau psychologique que d'autres. Oui, exactement. Donc ça, c'est le caractère fait énormément également, et je dirais que c'est la base d'une bonne revalidation, d'une bonne réathlétisation, c'est de pouvoir avoir cette mentalité de battant. Et donc, c'est pas toujours évident, parce que maintenant, quand vous voyez, notamment pour Julien, par exemple, Julien Duranville à Dortmund, qui se blesse au mois de juin, et puis c'est vraiment la première grosse blessure, et voilà, il se blesse à l'épaule, et puis il doit cravacher pour revenir. Et donc c'est pas évident. C'est sûr que l'entourage est important également, et le fait de se sentir impliqué dans le groupe, malgré le fait qu'on soit écarté de ce groupe, parce qu'on travaille individuellement avec les physios, avec le préparateur physique. Donc on se retrouve un peu isolé comme ça, mais donc d'où l'importance de pouvoir avoir un staff qui soit attentif à cette situation, quoi. Ouais, l'entourage aussi, tout ça est capital, la manière dont on essaye de faire ressurgir quelqu'un comme ça d'une période difficile. C'est un boulot compliqué, la préparation physique. Moi, j'ai une question à te poser, Dominique. C'est dans les staffs aujourd'hui, on dit souvent que l'entraîneur écoute les préparateurs physiques que vous avez aujourd'hui, que vous êtes sans doute parfois la clé même de savoir si un joueur joue ou ne joue pas. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? Tout dépend toujours, je dirais, avec qui vous travaillez, hein. Donc, c'est sûr, maintenant, l'évolution du foot, et notamment, on arrive, on a déjà discuté, mais les data, et donc toutes ces données individuelles sont très importantes. Maintenant, il ne faut pas tomber, il ne faut pas devenir obsédé de ces données, mais je veux dire, mais ça donne quand même de très bonnes indications, et notamment dans l'évaluation individuelle des joueurs, par rapport à ce pouvoir avoir vraiment des informations. Ce sont des petits ordinateurs maintenant. Quand vous voyez tout ce qui ressort des entraînements, tout ce qui ressort des matchs de chaque individu, de chaque joueur, mais ça donne vraiment de très bonnes indications. Et comme
comme tu le dis, maintenant l'entraîneur entend bien souvent voilà ce qui est dit, mais après il faut qu'il l'applique. Donc ça c'est pas toujours évident parce que lui, je dirais, a des pressions de résultats, des pressions au-dessus de lui, donc voilà. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est, je pense, la clé de vraiment de pouvoir arriver à de bons résultats, c'est d'avoir cette osmose, et c'est d'avoir cette harmonie dans un staff. Et donc, voilà. Maintenant, chacun doit rester à sa place. Le préparateur physique n'est pas l'entraîneur, n'est pas le décideur. Je pense qu'il doit donner son avis, il doit donner au même titre que voilà, un entraîneur adjoint doit donner son avis, un médecin doit donner son avis. Et puis, après, voilà, c'est une décision collégiale, mais enfin, la décision finale, c'est quand même l'entraîneur qui la prend à la fin. Oui, parce que l'entraîneur, parfois, il n'a pas beaucoup de solutions et il est obligé peut-être de mettre quelqu'un qu'il ne devrait pas mettre dans l'équipe. Serge, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, les saisons sont plus intenses, sont plus longues. On entend beaucoup parler de périodisation. Quelle est la place justement d'une bonne périodisation dans le déroulement d'une saison? Mais ça, donc, la périodisation, c'est, je dirais, c'est à l'avant-saison, il faut voir un petit peu les objectifs du club, les objectifs pour avoir les pics de forme au bon moment. Quand vous voyez, notamment dans notre championnat en Belgique, pouvoir être prêt au bon moment. Mais voilà, le club de Bruges, par exemple, a montré à plusieurs reprises que malgré le fait qu'il joue sur plusieurs compétitions, il faut être prêt au bon moment. Et donc, effectivement, la périodisation, c'est de pouvoir, mais ça, c'est de nouveau un travail d'équipe, tant au niveau du staff technique que du staff médical, et trouver également les bons moments pour pouvoir faire souffler éventuellement certains joueurs. Et d'où on fait en fait un sport collectif, mais c'est de l'individualisation dans un collectif. Et donc, c'est à partir du moment où vous parvenez à pouvoir ressortir le meilleur de chaque athlète, de chaque joueur, vous arrivez à un résultat collectif positif. Donc, voilà. Donc, effectivement, la périodisation, et c'est pour ça que les clubs maintenant s'entourent vraiment d'analystes et d'analystes performance notamment, et donc pouvoir vraiment avoir le plus de détails possible dans la préparation. Ouais, tout cela est de plus en plus scientifique, étudié, évidemment, mais c'est intéressant. Il y a encore un joueur dont on voulait te parler, parce que tu le connais aussi, c'est Romeo Lavia. C'est aussi une sorte de drame ce qu'il vit. Enfin, drame, le mot est peut-être excessif, mais il a de grosses difficultés depuis quand même pas mal de temps, voire plusieurs années. Avec lui, je pense que c'est une succession de blessures. Tu peux nous confirmer? Je crois que ce sont des blessures qui sont souvent du même type. Ce qu'il y a pour Roméo, oui, donc on le suit à la fédération, bien sûr, depuis des années. Donc, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est par moment, donc c'est des problèmes musculaires à répétition, malheureusement. Et donc, il n'a pas encore pu vraiment montrer l'étendue de son talent, qui est pour moi énorme, de par ses blessures. Et effectivement, maintenant, en règle générale, je dirais que c'est pas uniquement pour Roméo, mais donc quand vous vous blessez à un endroit, à partir du moment où vous êtes fragilisé, il n'y a rien à faire. Donc il y a une fragilisation par rapport à ça, une fragilité qui si maintenant vous venez à vous blesser donc au même endroit, ça peut devenir éventuellement ça peut devenir chronique comme ça. Et là c'est vraiment très 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 embêtant. Et donc d'où l'importance de pouvoir, et ce que les clubs n'ont pas toujours ne peuvent pas toujours faire, c'est prendre le temps de bien soigner une blessure
et certainement pour des blessures musculaires, de ne pas reprendre trop vite et d'être bien à l'écoute. On parlait tantôt du staff médical, mais de bien respecter les étapes et voilà. Donc l'organisme a ses limites et l'organisme donne on ne sait pas aller plus vite que la cicatrisation et donc voilà, il faut être vraiment bien attentif à ça. Pour en revenir à la période chaude, comme celle qu'on va connaître en Angleterre, bien sûr, tu as parlé de l'hygiène de vie, c'est très important, mais bon, dans une période comme les fêtes de fin d'année, là, c'est pas toujours évident, à la fois de multiplier les matchs, parfois un petit entraînement entre deux matchs. Après, bon, ben, il y a quand même des sollicitations. C'est compliqué quand même tout cela, non? Oui, tout à fait. Maintenant, mais voilà, je pense le sportif de haut niveau doit comprendre et on doit lui faire comprendre que, ben voilà, comme je l'ai déjà dit, son corps est son outil, donc ben, il faut se soigner et donc il n'y a rien à faire pendant cette période où c'est comme un étudiant, la même chose, un étudiant qui se retrouve en blocus et pendant cette période où tout le monde fait la fête. Ben, il n'y a rien à faire. Il doit étudier, il doit se soigner, il doit se reposer parce qu'il sait qu'en janvier, ben, il aura des échéances. Et c'est la même chose je dirais, pour un sportif de haut niveau. Et voilà, donc il faut savoir qu'il y a des choses que le métier demande certains sacrifices. Il y a énormément, et c'est ce que les gens voient toujours le côté bling bling du métier, mais il y a des sacrifices également à faire. C'est tout ce qu'on appelle la préparation invisible, hein. Donc la période, cette période-ci où voilà, on peut bien sûr, il faut vivre, il faut pouvoir fêter pendant cette période, profiter de la famille, mais voilà, le repos, l'alimentation, l'hygiène de vie générale, mais tout ça sont des points super importants pour un sportif de haut niveau. Dit Guardiola, on a entendu que Guardiola avait prévu de donner 3 jours de congé à un moment donné durant les fêtes à ses joueurs, mais de les peser après. C'est nécessaire. Et celui qui pesait trop lourd ne va pas jouer. Hein. Et celui qui pèse quelques centaines de grammes en trop joue pas. C'est une bonne idée, ça? C'est une très bonne idée. Maintenant, voilà, moi je suis partisan de ça parce que voilà, ça responsabilise les joueurs, ça donne un signal aux joueurs. Maintenant, je pense c'est quelqu'un qui a un côté très humain également, mais c'est un entraîneur qui est très exigeant. Il sait que dès le mois de janvier, ben, ses joueurs devront être performants et que voilà, un joueur qui n'est pas qui a un poids excessif ou qui a même quelques kilos de trop ou qui n'est pas reposé, ben, c'est le meilleur moyen de pouvoir se blesser. Et ça, lui, ben, il ne veut pas. Voilà, il veut compter sur l'entièreté de son groupe. Et voilà, ça fait partie de l'exigence du métier et de l'exigence d'un gars comme Guardiola. Et c'est pour le pourquoi il est à ce niveau-là. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été lui-même comme joueur très exigeant envers lui-même. Mais il demande la même chose à ses joueurs. Et puis une dernière question peut-être, Dominique, parce qu'après on va te laisser. On l'a dit, succession des matchs, multiplication des matchs, et alors la variété des heures de match aussi. Est-ce que ça complique pas également les choses au niveau de la préparation, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, de garder ce rythme qui est parfois comme cela en dents de scie? Si, tout à fait. Maintenant, mais c'est une adaptation et ça, donc ça, je dirais que c'est au staff et notamment au staff médical là, de pouvoir organiser les choses pour pouvoir être le plus performant possible. Mais maintenant, euh, je pense que les staffs sont de plus en plus complets. On peut s'organiser à l'avance et donc je dirais, tout est bien établi. Donc voilà, et comme dans tout, c'est essayer de laisser la part la plus petite possible à l'improvisation. Et à partir du moment où vous connaissez les choses, ben, vous pouvez vous organiser pour être prêt le jour J et le plus performant possible.
Super, merci beaucoup Dominique. Un dernier mot quand même, un tout dernier. Comment va notre équipe nationale espoir? Parce que toi, tu es préparateur physique de cette équipe. Jean-François, il a été quand même dans le staff pendant pas mal d'années. Il n'ose pas te poser la question parce qu'il est un peu timide. Mais je pense que c'est une équipe qui lui tient à cœur. Oui, tout à fait. Ben, j'ai vécu, entre parenthèses, des très très bons moments avec Jean-François et c'est lui qui m'a accueilli notamment dans le staff des 21. Donc, ben, écoutez, on est à la moitié des qualifications et donc on est pour l'instant à 3 équipes ex aequo, donc avec l'Autriche et le Danemark. Donc, on a 3 matchs à domicile et encore un match à l'extérieur. Donc voilà, on doit être premier et on va tout faire pour y arriver. Et voilà, donc voilà pour notre équipe espoir. Voilà, parce qu'on parle beaucoup des A, des diables évidemment, mais les diablotins, c'est l'avenir et c'est important aussi. Non, c'est pas toi qui vas dire le contraire. Non, je ne vais pas dire le contraire. C'est un métier difficile, c'est comme ça. Puis voilà. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir eu Dominique qui, en plus d'être chez les Diablotins, est ici voisin puisqu'il est à la clinique du sport de Charleroi aussi. Donc Voilà. c'est bon. Voilà. Merci Dominique en tout cas. Merci, c'était sympa de t'avoir et merci pour toutes ces informations. Bonne continuation et encore joyeux Noël et bonne fête de fin d'année, Dominique. À bientôt. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir. C'était sympa et intéressant. C'est vrai, oui. Une petite remarque quand même. C'était très sympa, très intéressant, mais concernant la déclaration de Guardiola, les joueurs de Première Ligue sont parmi les sportifs, les athlètes les plus choyés, les plus accompagnés, les plus assistés au monde. Les plus payés. Les plus payés, ils font partie de quoi? Des 0,1% de footballeurs au monde qui gagnent très 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 bien leur vie. Et on doit encore le rappeler de ne pas prendre des kilos pendant les 3 jours des fêtes de fin d'année. Moi, je trouve ça aberrant. Oui. Je trouve ça incroyable. Vous connaissez Eden Hazard? Oui. Ben, c'est encore un autre exemple, mais j'en reviens pas. Non, honnêtement, j'en reviens pas. C'est le petit clin d'œil. Je comprends, et d'autant plus que je connais le sport. Toi, tu viens d'un sport où c'est encore plus exigeant sans doute que le football. Où on est souvent tout seul, on n'est pas accompagné, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même staff médical. Je vois ce que tu as raison. Incroyable. Tu as raison, mais bon. Oui, mais moi je trouve il a raison. Il a raison dans ce qu'il dit, bien sûr. Parce que nous, par exemple, régime, alimentation, hygiène de vie. D'ailleurs, on va se peser à la première émission en 2026. Vous allez voir que ça n'aura pas bougé. Et on met ça sur les réseaux sociaux, c'est ça? C'est une très bonne idée. Bon, allez, passons à autre chose. Alors. Les affiches du week-end désormais, uniquement en Angleterre, puisqu'il n'y a plus de Bundesliga, c'est la trêve. Et avant de parler spécifiquement des affiches, un mot sur Arsenal quand même, qui est en tête avec 2 points d'avance sur City. Alors, est-ce la garantie d'être champion en fin de saison ? Évidemment, pas du tout, mais sûrement pas pour Arsenal, qui a été 4 fois en tête à Noël et qui, ces saisons-là, n'a jamais été champion. C'est pas bon signe, Serge. C'est très bon signe. C'est parce que c'est la fin de la série. Ils ont été battus 2 fois par le Manchester United de Ferguson et 2 fois par le City de Pep Guardiola. Mais toutes les séries sont faites pour se terminer. Je l'ai dit en début de saison, c'était mon favori. C'est encore plus mon favori maintenant parce que, si vous regardez les derniers matchs, ça joue un peu moins bien, il y a moins de maîtrise, il marque moins. 2 buts de Wolverhampton contre son camp à domicile, un penalty à Everton. Ils encaissent un petit peu plus, mais ils continuent à gagner. Oui, c'est vrai. C'est ça finalement. Ils ont des blessés, etc. Ils ont des blessés, il y aura le retour de 2 joueurs pour le mois de janvier. Ouais, donc, je pense que ça reste très optimiste. Oui, pendant ce moment des fêtes, il y a un moment clé sans doute pour eux. Enfin, je trouve en tout cas que je regardais un petit peu leur programme. C'est contre Villa. C'est le match contre Villa. Je pense que ce match-là pour eux va être important, tant sur le plan physique que sur le plan mental, parce que chez eux, je pense qu'il y a énormément de progrès qu'on souligne depuis plusieurs années. Moi, j'ai toujours dit que c'était une équipe, par exemple, sur le plan défensif, c'est la plus belle reconversion défensive de Première Ligue, voire même au niveau européen, de tous les clubs européens aujourd'hui. C'est un boulot qui a été fait vraiment en profondeur, et pour ça, je pense que ça peut vraiment être leur année. Maintenant, il y a l'aspect psychologique chez eux qui peut éventuellement les faire à un moment donné sortir de route si il devait y avoir 2-3 résultats un peu plus difficiles et qu'à un moment donné, ils sentent vraiment la pression de City là derrière eux. Il faudra voir mentalement comment tout ça va se passer. Et une deuxième chose, parce que, et je termine avec ça pour Arsenal, j'ai senti au sein du groupe aussi beaucoup de joueurs qui veulent jouer, c'est bien, mais ça peut aussi mettre parfois un peu de pression dans le groupe, comme De Garde par exemple, qui avec Eze, il a moins de temps de jeu. Il y a beaucoup de matchs, il y a la Coupe de la Ligue encore.
D'accord. Mais quand vous êtes footballeur et très haut niveau, vous voulez tout jouer. Bien sûr. C'est vrai. Allez, on passe à la première affiche du week-end. Manchester United face à Newcastle. Ce sera vendredi à 21h sur Play Sport. Avec une question, les Red Devils sont-ils des candidats crédibles au top 4? On va répondre à cette question dans un instant, mais deux choses auparavant. Tout d'abord, c'est toi qui vas commenter le match sur place. Exactement. OK. Et puis, deuxième chose, Serge, c'est le Boxing Day, mais un peu particulier. C'est un peu particulier, donc c'est vendredi, il n'y aura qu'un seul match. C'est la première fois depuis 1945, il n'y a qu'une seule rencontre de prévue. C'est parce que ça tombe un vendredi et parce que les télévisions veulent avoir des matchs le week-end, le samedi, dimanche. Donc la Première Ligue a dû sacrifier, entre parenthèses, le Boxing Day qui reste un grand moment de tradition. Tu nous rappelles un petit peu historiquement ce que ça veut dire? Alors historiquement, c'est le Boxing Day, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, pas la boxe, on offre des boîtes avec des cadeaux. On en revient au box de Polo. La boîte, exactement. C'est pas le rectangle, ici c'est la boîte où on offrait des cadeaux, notamment aux gens de maison, c'est la tradition. Depuis 1888, on joue au football le jour du Boxing Day, le 26 décembre. C'est un jour férié en Angleterre, vous allez voir, c'est très difficile notamment de trouver un taxi, bonne chance. Vous allez à Manchester, oui. On aurait le train. Voilà, il faudra prendre le train, exactement. Il y a des matchs... à chaque Boxing Day. La Première Ligue a promis que l'année prochaine, ce sera de retour. C'est vraiment une question de calendrier, de télévision. C'est un jour où on va voir des événements sportifs en famille, avec les enfants. Football, il y aura quand même la Championship et la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce sont les divisions professionnelles. Il y a du rugby, il y a peut-être aussi, je crois, il y a des courses hippiques ce jour-là. C'est vraiment un jour festif, un jour en famille. Sauf que chouette, il y aura qu'un seul Même match. s'il n'y a pas de taxi, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. C'est plein de monde dans les salles de presse, par exemple. C'est très festif. C'est vraiment un très, très, très chouette jour pour aller voir du football en Angleterre. Alors, la question, les Red Devils, candidats crédibles au top 4. Man United, 7e à 3 points du 4e qui est Chelsea. Oui ou non? Ou en deux mots? Oui et non, tout simplement. Je vais peut-être commencer. Oui, parce qu'il n'y a que 7 points entre le 4e et le 15e. C'est hyper serré dans la course au titre. Mais des résultats beaucoup trop irréguliers pour United pour en faire un vrai candidat au top 4 crédible actuellement. J'allais à peu près dire la même chose, j'allais surtout dire qu'il fallait qu'ils trouvent plus de stabilité. Ils ont pour l'instant, évidemment, alors c'est bien que tous les clubs ont pour l'instant des joueurs qui sont à la CAN, mais pour eux, Mbeumo était un joueur offensivement important, il n'est pas là pour le moment, ça peut peut-être être un petit désavantage, mais le petit plus pour eux en 2026, c'est d'être un peu plus stable, en effet. Oui. J'ajouterai alors, puisqu'on en parle déjà des absents, la blessure évidemment de Bruno Fernandes qui sort à la mi-temps à Aston Villa et qui sera un gros problème à gérer. Alors, il y a De Ligt, il y a Maguire qui sont blessés aussi. Il y a Casimiro qui était suspendu lors du dernier match, on va y revenir. Et comme vous dites, Mbeumo, Diallo qui est parti Diallo aussi. à la Coupe d'Afrique des Nations. Mazraoui. Oui, Mazraoui aussi. Il est blessé. Il est là à la Maroc. Il a joué avec le Maroc le match. Il a joué. Il était blessé, maintenant il est parti effectivement à la CAN. Bon, rapidement, United reste sur un partage 4-4 contre Bournemouth et une défaite donc le week-end passé à Aston Villa. Même si tout le monde est battu quasiment du côté d'Aston City et Villa. Arsenal ont été battus là-bas aussi. Voilà, ça fait 1 point sur 6. Que pense Ruben Amorim de la défaite à Aston Villa? On l'écoute. I think we did really well. I think we were the better team today. If you take the first minutes of the game, I think we create our chances. We have been really consistent in the way we play and create chances. We defend well. Again, I think we play well, but the feeling is that the frustration is still there. So we need to take the good things and to prepare the next one. Disons, on va voir les statistiques, elles ne le contredisent pas tout à fait. Moi, franchement... les stats et ton avis, ça peut être totalement différent. Alors, Amorim est très têtu, borné, dit parfois des bêtises. Ça peut arriver comme manager. Mais là, je pense qu'il a raison parce que... on le voit dans les chiffres. Les chiffres de United sont plutôt à l'avantage des Red Devils. Mais dans le jeu, pour moi, ils ont dominé, effectivement. Ils sont tombés, malheureusement pour eux, sur un Morgan Rogers inspiré parce qu'il est en grande forme. C'est un super joueur. Il marque 2 superbes buts. La première frappe est magnifique. C'est enroulé dans la lucarne. Donc, United méritait mieux. Mais c'est le problème quand même depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui tire le plus au but de toute la Première Ligue. C'est aussi l'équipe qui rate le plus d'occasions. Donc, à partir du moment où il pourra régler ces petits soucis défensifs, parce que aussi ils prennent des buts parfois assez ridicules et être plus efficaces devant, voilà, là ils seront candidats au top 4. Mais sur ce match-là, pour moi il a raison, United semblait meilleur. Rapidement. Non, juste
est-ce qu'on les aurait situés là au début de la saison, quand dans cette même émission, on parlait de toutes les difficultés d'Amorim, on pensait même qu'il n'allait pas rester. On est au mois de janvier, il est toujours là, il est quand même encore aux portes du top 4. Donc voilà, je trouve que le boulot qu'il a fait, si on veut voir le verre à moitié plein, Voilà. est quand même positif globalement. Ok, sur les derniers mois. On est d'accord. Bon, Newcastle vise aussi le top 4, même si cette équipe est 11e à 6 points du top 4. C'est pas vraiment la joie non plus. Cette équipe reste aussi sur un 2-2 donc, contre Chelsea après avoir mené 2-0. L'arbitrage, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais a quand même pas favorisé non plus les Magpies avec un penalty qui aurait pu être accordé à Chelsea, à son équipe, à Newcastle. Mais il y a quand même une excuse, c'est le nombre de blessés dans le secteur défensif du côté de Newcastle. Ça, c'est absolument incroyable. C'est catastrophique. Trippier, Kraft, Pope, le gardien, Botman, Burn, Livramento, tous dehors. On Tous, parlait à l'infirmerie. avec Dominique il y a 5 minutes de l'aspect physique. Moi, le constat aujourd'hui, c'est que vraiment dans ces clubs-là, dans ces clubs qui jouent beaucoup, dans ces clubs qui ont de l'ambition, ils enchaînent. Il y a la Coupe de la Ligue pour ceux qui sont encore qualifiés. Il y a la Cup qui arrive au mois de janvier. Il y avait pour certains, il y a toute la préparation où on va jouer dans tous les pays du monde parce qu'il faut aller faire du bling-bling partout. Et la Ligue des Champions pour Newcastle. Et la Ligue des Champions pour Newcastle. Et à un moment donné, il faut combien de joueurs finalement, parce que la liste, elle est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est dans le même secteur de jeu. Ah ben oui, c'est Et tous des défenseurs. donc ils se retrouvent quand même là un peu en difficulté. Donc Il y a le mois de janvier, mercato. Oui, mais enfin, ces gars-là, ils vont revenir à un moment donné aussi. C'est pas toujours une solution. C'est pas évident de profiter du mercato, trouver quelqu'un qui est disponible, qui peut s'intégrer immédiatement. Ben, ça, on connaît bien au niveau offensif du côté de Newcastle désormais. Les 2 buts contre Chelsea, tu l'as dit, ont été marqués par Voltemade, mais qui avait déjà marqué la semaine précédente, mais contre son camp. Contre Sunderland, c'était un magnifique but, mais il était très malheureux et on peut le comprendre. Là, ces 2 buts lui ont redonné le moral. C'est quand même un bon attaquant. C'est pas facile de remplacer Isaac, non? Ah ben là, ils ont fait la bonne affaire. Hein. C'est la bonne pioche quand même. Voltemade, Isaac, qui en plus vient de se blesser, de se faire opérer. Il est grand, il est athlétique, et pour un grand, il est comme très ça, technique, il a de la technique et il a de la verticalité dans son jeu. Il court vite. Tout ça, moi je trouve que c'est vraiment un bon choix. Alors évidemment que Isaac, c'est resté dans le cœur des supporters un joueur plus qu'important, mais il a tout ce qu'il faut pour à un moment donné aller le détrôner peut-être. C'est la version améliorée de Peter Crouch. Ouh, ouais. Un peu dans la même, Dans la même taille, mais quand même plus, Avec plus habile. avec plus d'habileté. Il a une technique. subtilité Et de sens incroyable. du jeu. Souvenez-vous le but qu'il marque quand il faisait de Madjer il y a 3-4 Exceptionnel, semaines. ouais. Il a vraiment un truc en plus que les autres et ce sens aussi parce qu'il est il peut être à la fois extrêmement présent dans le box, mais je vous dis, il propose d'autres solutions. Et pour un grand comme ça, c'est rare. Cette manière qu'il a d'avoir des appels dans la profondeur c'est dur de défendre contre lui quand même. On a abordé juste un mot rapidement sur Isaac, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique ce qui arrive à Il ce est opéré. garçon. Alors, il a une fracture du péroné. Il marque, et c'est en marquant qu'il se casse le péroné, les ligaments de la cheville touchés, opération, mais des mois et des mois d'absence. Hein. Et je pense que dès le départ, ce transfert semblait maudit. Exactement, oui. C'est vrai, c'est vrai. La difficulté pour partir, pour aller à Oui, Liverpool, et puis la saison il ne s'entraîne Liverpool. pas. Hein. À Newcastle, on lui en veut encore parce qu'il ne s'est pas entraîné. Il a refusé de jouer, donc il est resté sous le côté. Il est arrivé en méforme à Liverpool. Il a dû sans doute, évidemment, cravacher pour revenir à un certain niveau physique. Et là, il se blesse. Je pense que c'est un enchaînement presque logique dans la difficulté. Malheureusement pour lui, autre affiche ce week-end, 18h30 sur PlaySport, Chelsea face à Aston Villa. Chelsea 4e avec 29 points et Aston Villa 3e avec 36 points. Et la question pour Chelsea, bon bilan ou pas pour les Blues? Entre les deux, Non, là je dirais non quand même, parce que souvenez-vous, il y a un mois et demi, on parlait d'un candidat pour le titre, et là ils se retrouvent 4e derrière Aston Villa. Ils ont intérêt à gagner ce week-end, parce que sinon ils vont se faire même larguer dans le top 3. Donc je pense qu'il y avait plus d'ambition à Chelsea que d'être 4e à ce moment-ci de la saison. Ils ont partagé 2-2 à Newcastle après avoir été menés. Donc ça
au niveau de l'esprit, c'est pas mal, tu veux dire? On disait depuis le début de la saison qu'ils sont irréguliers de match en match, et là c'est quasiment de mi-temps en De mi-temps. mi-temps à mi-temps, oui. Ouais, et je suis pas convaincu. Il y a deux choses chez eux qui ne parviennent pas à me convaincre. C'est offensivement, le numéro 9. Moi, je trouve que c'est pas encore le numéro 9 idéal pour une équipe comme Chelsea, avec les moyens qu'ils ont, etc. Et je trouve aussi qu'en défense centrale, il y a parfois quand même pas mal de flottement aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui... Je sais pas, avec les moyens dont ils ont disposé, alors on connaît le process du club, transférer des jeunes, essayer de faire une plus-value, etc. Mais à domicile, dans les gros matchs, ils sont souvent présents. Face à Arsenal, ils partagent à 10 contre 11, ils gagnent face à Liverpool, Barcelone en Ligue des Champions. Ouais. Donc c'est quand même un match où je les mettrais favoris. En tout cas, on sent qu'il y a de l'irritation du côté d'Enzo Maresca. Alors, c'était il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il a déclaré après la victoire face à Everton, en faisant référence à la défaite à l'Atalanta en Ligue des Champions. L'entraîneur, Enzo Maresca. The last 48 hours has been the worst 48 hours since I joined the club because many people didn't support us. You mean fans or? I love the fans and we are very happy with the fans. C'est un peu sibyllin quand même comme propos. Il parle pas des supporters, il parle de quoi? La direction, c'est vrai. Oui, il y a pas mal de spéculations du côté aussi de Manchester City. Il a été annoncé comme sur la liste des possibles remplaçants de Guardiola, même si c'est pas évidemment pour demain. Donc oui, c'est un peu étrange ce qui se passe là pour le moment. Et c'est pas le bon moment pour faire sortir ce genre d'histoire parce qu'il y a quand même des résultats sportifs à aller chercher. Oui, si on fait le total des points pris par les différentes équipes depuis l'arrivée de Maresca à Chelsea, c'est-à-dire début de la saison dernière, Chelsea est 5e. Mais ils sont partis de loin aussi quand même. C'était un peu un chantier lorsqu'il est arrivé. Mais c'est pas anormal d'être derrière Arsenal. Il y a beaucoup de continuité. City, il y a beaucoup de continuité. Aston Villa, il y a de la continuité. Le seul club qui est un peu... voilà, c'est un peu différent. J'ai plus la liste en tête, mais voilà. Et eux, évidemment. Si on peut remettre le tableau une fois, je vous dirai de quel club il s'agit. Mais voilà, c'est Liverpool, pardon, avec le changement d'entraîneur. Voilà. Mais, c'est un petit club dont on ne parle pas beaucoup, donc je comprends. Non, mais c'est dans mon raisonnement et j'étais en train de me dire. Mais non, c'est vrai, trois clubs, trois des quatre au-dessus d'eux, il y a beaucoup de stabilité depuis un certain temps. Donc, voilà. Il a argumenté qu'il avait connu aussi, d'abord qu'il avait une équipe jeune, qu'il a connu aussi pas mal de blessures, notamment la blessure de Cole Palmer pendant des semaines. Oui, et même en défense, dans l'axe central de la défense. défense, il a fait beaucoup de changements parce qu'il y a eu énormément de blessés. En tout cas, il y en a un qui soutient Enzo Maresca, vous allez l'entendre, c'est Pep Guardiola. Je vous rappelle qu'ils ont travaillé ensemble à Manchester City. One of me, the best managers in the world, Enzo Maresca. I know him quite well, but the job has done in Chelsea is not credit enough. Working the World Cup, Conference, qualification of the Champions League, and that league is so tough. Young team, how develop all the players. So it's exceptional. L'un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est un beau compliment. Il y a effectivement, Serge, comme tu dis, une rumeur qui a dit qu'il pourrait éventuellement succéder à Guardiola. Oui, il y a plusieurs noms accompagnés aussi, a été cité dans la liste. Oui, c'est vrai, évidemment. Ils s'entendent bien. Maintenant, moi, je souris toujours quand j'entends ce genre d'interview, parce que si vous voulez qu'ils répondent d'autres. Ah, oui. Il ne va pas dire que c'est un âne. Hein. Il va forcément... Et en plus, ils s'aiment bien. Donc voilà. Mais non, parce que Guardiola, forcément, quand il parle, il va toujours dire c'est le meilleur du monde. Oui, mais je ne pense pas qu'on lui a posé la question. Je pense que c'est dans une interview spontanément, en raison d'une certaine idée qu'il développait, qu'il a... Ouais, mais c'est un milieu dans lequel il vous dira du bien de la compagnie, il vous dira du bien de lui, il vous dira du bien d'Arteta, il vous dira du bien des gens qui sont passés à ses côtés. Je ne sais pas si je peux conclure, mais pour un club qui a dépensé 1,5 milliard d'euros, de livres depuis 4 ans maintenant, ça reste insuffisant. Ah oui. Ça, sur l'ensemble des saisons, les dernières saisons. En même temps, ils ont tous pour les 10 prochaines années, les contrats durent 10 ans. Donc, il y a des Modric aussi qui sont là pour des années, mais qui ne savent pas jouer. Ok, Chelsea accueille donc Aston Villa. Villa qui est l'épouvantail véritablement à l'heure actuelle de la Premier League. Et on va revoir évidemment le parcours de cette équipe sur les dernières semaines. Les derniers mois, c'est tout simplement époustouflant. 33 points sur 36, 7 victoires d'affilée en Premier League. 10 en tout, toutes compétitions confondues. Ils sont exceptionnels, non ? Ils sont, ouais.
Je pense qu'il va leur manquer un petit truc peut-être pour aller se mêler à la lutte pour le titre. Enfin, quoique, je sais pas, mais C'est quoi? La largeur du noyau? Un noyau, oui. peut-être à la largeur Que du noyau. City et Arsenal ont, mais que Aston Villa n'a pas. Et ils jouent en plus l'Europa League, hein, donc c'est le jeudi soir. Donc ça risque à un moment quand même de les rattraper. Mais ça prouve aussi que le football est tellement imprévisible. Ils sont nulle part sur les 5 premières journées. Et puis derrière, ils perdent exceptionnel. quasiment plus de points. Donc c'est la meilleure assez équipe à l'heure incroyable. actuelle, Serge. sur les dernières rencontres, les Même les résultats, derniers oui, mois, ils sont là. presque. Oui, oui. Presque. Mais c'est pour ça que je vous parlais de ce match tout à l'heure entre Arsenal Ouais. et Aston Villa. C'est là, c'est dans une semaine. Bon, dans cette émission, on a déjà parlé d'Unai Emery, de Tielemans, d'Onana. Et il y en a un dont finalement on n'a pas beaucoup parlé, c'est Morgan Rogers. C'est le meilleur joueur actuellement d'Aston Villa. Et c'est le meilleur joueur actuellement Peut-être même de la Aston- compétition. Peut-être. Enfin, en Deux tout cas, doublés. dans le... Peut-être. ouais. Deux doublés Sur les derniers d'affilée. matchs. Deux Ouais. doublés d'affilée et les 2 buts qu'il marque le week-end dernier face à United. Mhm. Magnifique, hein? Ouais. 3 doublés sur les 6 dernières journées. Et lui aussi, il était nulle part sur les 5 premières journées. Et puis derrière, il devient peut-être le meilleur joueur du championnat, comme Jean-François vient de le préciser. C'est un super joueur, en tout cas. international anglais Oui. qui joue, qui a joué les derniers matchs Qui est comme titulaire. titulaire dans la sélection Un des anglaise. joueurs préférés de Thomas Tuchel, tout Oui. simplement. Parce qu'il joue. Donc ça veut dire qu'il prend, entre guillemets, la place d'un Bellingham, d'un Foden ou d'un Cole Palmer. Ouais. C'est lui qui joue dans ce rôle-là de 10. Oui, un petit peu décalé, hein, comme il l'a fait ce week-end, les 2 buts, décalé légèrement sur le côté gauche, où il peut rentrer avec son pied droit. Incroyable. Et une qualité de frappe. D'ailleurs, je l'ai noté, Aston Villa, c'est 10 buts marqués hors du rectangle. C'est de nouveau à la mode, entre guillemets, dans le championnat, où on a marqué cette saison 15% des buts sur des frappes hors rectangle. On C'est en pas parlait mal, ça. souvent dans le pied le club avec Christian Oui. Skakel-Savant, que c'était une solution pour décoincer un match. Je pense que ça l'est vraiment cette saison, et avec quelqu'un comme Morgan Rogers encore plus. Et les supporters adorent ça, les frappes de loin, Ouais. les frappes dans le plafond. Enfin, ça fait partie du spectacle plutôt que. Alors, on adore le jeu en combinaison, le jeu construit. À la mais- Guardiola. À la Guardiola aussi. Tic, tac, 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 tac. C'est splendide, mais une bonne frappe. Jean-François, non? Ah, c'est une bonne dose Sûr, bonne dose évidemment. d'adrénaline. Évidemment, il y en a qui ont vénéré le championnat d'Allemagne Allemagne. À cause de ça, justement, parce qu'il y avait des Des frappes qui années, venaient de loin, oui, et oui, c'était oui, merveilleux. Donc voilà, c'est une bonne façon, parce qu'il y a deux, et après je me tais, promis. Mais tu peux il y a deux, C'est Noël. C'est Noël, bah, c'est Noël. Allez, on On a prend jusqu'à minuit. non, juste un truc, c'est que les frappes, c'est toujours bien pour 2 raisons. Soit pour marquer, soit parce que quand vous frappez, la fois suivante, il y a quelqu'un qui va être obligé de sortir. Ouais, Et c'est qu'on peut créer des décalages parce que justement, on a frappé 1 ou 2 fois avant et qu'ils se méfient et donc ils vont venir et créer le décalage à ce moment-là. Donc voilà, les frappes, c'est quelque chose, il faut insister là-dessus. C'est un geste technique, Ah, évidemment. pur. Évidemment. Oui, mais c'est parce qu'il y en a parfois qui disent c'est puissant, pas puissant, parce qu'il est costaud, pas costaud. Non, c'est la manière dont on frappe le ballon qui va tout déterminer. Et dans cette équipe d'Aston Villa, il y a un frappeur quand même, c'est Tielemans, qui est capable non seulement de frapper directement au but, capable de donner des phases arrêtées, des ballons sur phase arrêtée, sur coup franc, sur coup de coin. Et le retour de Tielemans, on l'a déjà dit évidemment, a fait beaucoup aussi, je crois, dans la progression de cette équipe d'Aston Villa. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va regarder ensemble le programme des matchs sur T-Sport. Avec avec toi, Jean-François, sur place là-bas à Old Trafford vendredi, le Boxing Day, Manchester United, Newcastle, superbe affiche. Le lendemain, Forest face à Manchester City. On verra si Sels sera de retour dans le but de Forest. Arsenal, Brighton, ça ne devrait pas, en principe, poser de problème. Aux Gunners, Liverpool, Wolverhampton. Ça, c'est avec toi, Serge, je pense. Oui. Hein? Ah oui. Ah, il nous a annoncé une victoire de Wolverhampton, hein, donc voilà. Voilà. C'était un peu du second degré, parce que 17 matchs sans victoire, ça fait beaucoup pour les Wolves. Ce sera donc sans Isaac, mais avec Serge. Oui, C'est quand même déjà pas mal. ça compense. Ça compense. Chelsea-Aston Villa, c'est une grosse affiche dont on a parlé. Et puis dimanche, Sunderland face à Leeds et un petit derby londonien pour terminer. Ouais, mais C'est- Tottenham, ça va pas trop. Non, non, ça va pas du tout. C'est mieux en déplacement qu'à domicile. Ouais. Bon, ben voilà.
un œil aussi, ça c'est quand même important aussi, puisque maintenant c'est la dernière émission, on va quand même montrer aussi le programme des 3 premiers, parce que il va y avoir des choses, il va se passer des choses durant les fêtes de fin d'année. Le programme d'Arsenal, de City, d'Aston Villa, bon, Arsenal a un petit avantage, 3 matchs à domicile, Ah oui. mais bon, il y a Villa dedans et il y a Liverpool. Ouais, mais Votre avantage avis? Arsenal quand même. Comment? Avantage Arsenal parce Avantage que c'est Arsenal. à domicile qu'ils vont pouvoir faire la différence. Et pour être champion, il faut passer par des victoires dans des matchs pareils. Des 3, en tout cas, je trouve que c'est City qui a, sur papier, en tout cas, la période la moins compliquée. Sur papier, La moins compliquée. la moins compliquée. Moi, je Ah, trouve que c'est... Pour toi, c'est City, pour Serge, c'est Arsenal. Arsenal doit jouer Oui, oui. Liverpool et je dois jouer Aston Villa. Pour moi, c'est des matchs difficiles. City va à Sunderland, par exemple. Ouais. Bah, On en reparle à la On rentrée. en reparle à la Enfin, rentrée. début janvier. Évidemment. Rendez-vous quand, du coup? Le 14, hein, donc voilà. Et entre-temps, ça va être chaud, évidemment, durant les fêtes de fin d'année, comme d'habitude, et comme le disait Dominique. non, pardon. Sir Alex. Ah, sur Alex Ferguson. Oui, On ne gagne pas Ah, un titre voilà. pendant les fêtes, mais on le perd. on peut le perdre. C'est devenu presque un proverbe en Angleterre. Exactement. Et on le ressort toujours, évidemment. Ok, allez, pour terminer l'émission, c'est pas encore tout à fait fini, parce qu'on a quand même une petite image qu'on voulait vous montrer, à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. C'est toi, d'ailleurs, Jean-François, qui l'a, entre guillemets, trouvé et nous l'a suggéré, parce que ça illustre bien aussi la période de Noël et la période du Boxing Day. Regardez. C'est pas beau, ça? J'adore. Si, Ah. tout à fait. Moi, j'adore parce que on a déjà vu d'autres images et des comportements d'enfants qui ne sont pas à voir. Mais lui, il est avec son papa, il est là, ils vivent un truc ensemble et je leur souhaite de joyeuses fêtes. Et ils seront dans les stades. Ils seront dans les stades pour le Boxing Day aussi, Exactement. et ce week-end pendant les fêtes. Et Jean-François, la fois dernière, il nous avait proposé une image de Sadiki qui faisait la fête avec le public de Sunderland. Maintenant, le gamin de Sunderland, Jean-François, je pense, est devenu supporter de Sunderland. Pourquoi pas? Bah évidemment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut une super saison, non? Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est terminé, les amis. On avait dit moins d'une heure, je pense qu'on est à moins d'une heure. Et voilà, on va souhaiter un bon réveillon, une bonne suite de réveillon à tous nos téléspectateurs, à tous nos abonnés. Donc un joyeux Noël et bien entendu une belle année 2026. Je vous rappelle aussi, parce que j'ai oublié de le dire la semaine dernière, c'est que cette émission est relayée tous les jeudis sur le site de Sudinfo. Voilà pour la dernière petite information. Dernière émission de l'année, donc celle-ci en 2025. Merci d'avoir été avec nous durant cette première partie de saison. Passez donc encore une fois un bon réveillon, joyeux Noël, nouvelle année. On se retrouve le 14 janvier. Merci Serge, merci, Jean-François et merci à toute l'équipe. Bien entendu, que tout aille bien pour vous. À très bientôt. Bye bye.